comme je peux lire des livres, quoi. C'est juste par amour du code et par amour des langages et pour comprendre ce qu'on peut faire avec, comment ça fonctionne, et puis aussi savoir parler aux ingénieurs quand il y a besoin. C'est ce qui m'a fait rejoindre Synthesio exactement. Donc pour moi, technologiquement, c'était vraiment très intéressant parce que Data Science, je connaissais pas du tout, parce que Big Data, je connaissais le buzzword, mais j'avais pas encore fréquenté de boîte directement qui manipulait ce genre de volume de données. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, en ce début d'après-midi, je suis en compagnie de Julien Play, qui est CTO de Synthesio, une société dont il nous parlera et qui est spécialisée dans le social listening. Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de me recevoir. Ce que je te propose, peut-être avant de parler de Synthesio, c'est de revenir un petit peu sur une période avant. Tu as passé une belle tranche de vie également chez Talentsoft, où tu as eu des grosses responsabilités côté R&D et tu étais le bras droit de Joël Bentolila, que j'ai par ailleurs reçu sur ce podcast également, et où tu étais quasiment CTO adjoint, on va dire. Sur la fin, et ce que je te propose, c'est peut-être peut-être repartir sur les étapes fondatrices qui t'ont amené à ce poste-là de CTO chez Synthesio. Et D'accord. En repartant peut-être un petit peu en amont. Eh bien, on va commencer par le début. J'ai rejoint Talentsoft en 2009, en sortant d'école. Donc, assez tôt dans leur processus de création d'entreprise, puisque Talentsoft a été créé en 2007. J'étais leur 4e développeur en CDI. Ils avaient également 4 développeurs en alternance, donc pour un total de 8 personnes en R&D, et un effectif complet d'une 30aine de personnes, tous départements confondus. Premier challenge pour moi en rejoignant Talentsoft, j'ai dû apprendre le C#, un langage que je ne connaissais pas du tout, et me former à la plateforme ASP.NET Web Forms, à l'époque, qui était la plateforme qu'on utilisait pour développer des applicatifs web avec les langages de Microsoft. Assez rapidement, ils m'ont confié le développement d'un nouveau module de la solution, donc à savoir que Talentsoft est une suite SIRH composée de plusieurs modules, comme par exemple le module évaluation qui permet de faire les entretiens annuels. Et puis, il s'est avéré qu'assez rapidement, ils m'ont proposé de devenir manager de l'équipe. En réalité, ils avaient pas mal apprécié, les 3 fondateurs de l'entreprise, la façon dont je m'organisais, j'organisais mon travail et dont je développais mes projets. C'était le début de l'entreprise et du coup, ils étaient beaucoup investis dans la vente directement avec les premiers clients de Talentsoft. Et du coup, on travaillait main dans la main, eux et les développeurs, pour définir le produit, mais c'était très rapide. C'est-à-dire que en gros, ils passaient entre 2 rendez-vous clients avec tiens, on a eu telle idée, on a présenté ce qu'on avait fait, mais les clients nous ont fait un retour tout de suite sur ce qu'on pourrait ajouter dans le produit, est-ce que vous pouvez mettre ça en place? Et du coup, c'était à la fois cool, on était tous des jeunes ingénieurs chez Talentsoft et on appréciait cette façon de travailler, mais c'était aussi parfois déroutant où, si tu veux, il y avait d'un rendez-vous client à l'autre des demandes qui différaient complètement, et pour réussir à développer un produit convenable à la fin, il fallait un peu s'organiser. Et du coup, je leur ai proposé en gros, je les ai interviewés, ils me disaient ce qui avait intéressé les clients. Moi, j'essayais derrière de rédiger des spécifications pour qu'ensuite ils puissent regarder à tête reposée, peut-être le soir, quand ils avaient un peu plus de temps, ou un autre jour, si ça leur convenait, si on avait bien compris ce qu'ils nous proposaient de développer, si ça correspondait à ce qu'ils avaient entendu que les clients voulaient, et si on se lançait, quoi. Parce qu'on avait eu un peu la mauvaise surprise parfois de pas forcément bien se comprendre, la communication c'est jamais facile, et de pas forcément bien se comprendre, de démarrer un développement, et quand on montrait dans le logiciel, c'était pas, malgré que ce soit agile dans la pratique, c'était pas forcément ce qu'on avait voulu faire, et on perdait du temps. Donc ils ont apprécié cette façon qu'on avait de s'organiser. Et t'intéresser au produit, à la valeur ajoutée produit. Oui, exactement. Ça c'est un truc que tu retrouves assez fréquemment dans les jeunes startups où
as ce rôle un peu pluridisciplinaire où il n'y avait pas de product management à l'époque. Donc, c'était effectivement l'équipe R&D qui se mouillait directement là-dessus et qui appréciait ça. Oui. Du coup, eux, ils ont apprécié la façon dont j'avais mis en place ces méthodes d'organisation pour s'assurer qu'on partait bien dans le bon sens et qu'il y avait un peu des documents, de la documentation qui se partageait auprès de tout le monde où chacun pouvait interagir. Mais là, ça permettait aussi aux équipes projet, par exemple, qui commençaient un peu à prendre ce rôle petit à petit de product management, de pouvoir donner aussi leur mot à dire sur les spécifications qu'on avait écrites et de participer aussi. Et pas qu'il y ait juste les cofondateurs qui avaient donné leurs idées et ça devenait tout de suite du logiciel. Donc ça permettait un peu d'organiser la collaboration dans l'entreprise. Et comme ça leur a plu, ils m'ont dit ça, c'est bien, on apprécie la façon dont tu organises le travail. Et du coup, ils m'ont proposé de devenir assez rapidement manager de l'équipe pour un peu pousser ces pratiques dans l'ensemble de la R&D. Donc je ne sais plus exactement, ils m'ont fait la proposition de management au bout d'un an, je ne sais plus exactement combien on était de personnes à ce moment-là. On avait continué de recruter et je sais qu'on est monté de mémoire jusqu'à, je dirais, 30 personnes avant de faire la première acquisition. Et du coup, ça m'a fait progressivement, moi, grandir dans mon rôle de management. Au début, j'ai commencé à ce qu'on appelait à l'époque technical leader. C'était en gros, je manageais les 8 personnes de la R&D et je continuais de développer. Et en gros, je faisais la même chose que ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire développer, mais en plus, j'expliquais aux autres développeurs qui étaient assez juniors. Donc, ils étaient soit sortis d'école récemment comme moi, soit des alternants. Donc, toujours à l'école, en train de se former à l'école et puis de se former chez Talentsoft également. Donc, soit de leur expliquer comment on allait travailler méthodologiquement, mais aussi moi-même, je continuais de participer. Puis après, l'équipe a continué de croître, donc jusqu'à une 30aine de personnes avant la première acquisition. Et du coup, mon rôle a changé. Je suis devenu assez rapidement, donc ça a dû se faire dans les 2 ans, manager de manager. Donc manager à nouveau d'autres technical leaders. Donc j'ai quitté ce poste de technical leader qui était une sorte de développeur manager à l'époque pour devenir un manager de manager développeur. Et comment elle se fait cette transition ? Comment on te propose ce poste-là ? C'est aussi naturel que ça a eu l'air d'être super naturel, de se faire de manière super fluide. Tu connaissais le produit, tu connaissais les équipes, tu étais sans doute plus senior aussi que les développeurs juniors dont tu parles. Donc le rôle de tech lead puis manager première équipe se fait de manière fluide. Mais le deuxième step, c'est aussi fluide. Il y a d'autres personnes qui étaient à qui on aurait pu proposer ou pas ? Je me rappelle plus exactement de tous les détails, mais tel que je m'en souviens, la première promotion, elle est due à l'expertise technique. Et du coup, ils trouvent que je développe bien et ils me disent tu vas pousser ces pratiques partout et donc on te fait monter. Ce qui, je pense, est une erreur de faire. Ah. Bon, il y a une erreur qui s'est avérée plutôt un bon choix, a priori. Au final, oui, mais je veux dire une erreur dans le sens où c'est pas parce que t'es le meilleur contributeur individuel, au sens t'es le meilleur développeur que tu seras du coup le meilleur manager de développeurs. Ouais. Et ça, je l'ai un peu appris à mes dépens aussi, parce qu'à l'époque, c'était pas évident pour moi non plus. À l'école, on nous formait un peu comme des ingénieurs, mais aussi des managers, donc on pensait qu'on allait pouvoir assez facilement manager. Et je me suis rendu compte plutôt quelques années plus tard que c'était pas aussi facile que je l'imaginais. Mais du coup, oui, je pense que c'est pas aussi évident que ça nous avait paru à l'époque pour Talentsoft et pour moi, en acceptant que si t'étais un bon développeur, alors fallait te pousser à être manager et tu serais un bon manager de développeur. Puis après, la transition de technical leader vers manager R&D, donc manager de technical leader, qui eux-mêmes manageaient des développeurs. Je me souviens plus exactement comment elle s'est faite. Je sais qu'on continue de recruter. Moi, depuis le début, je faisais les recrutements. Je participais au recrutement avec le CTO et d'autres membres de l'équipe. Mais du coup, j'avais vu toutes les personnes qu'on recrutait et c'était naturellement qu'elles rejoignaient en gros mon équipe et qu'à un moment, je pense que ça s'est passé comme l'équipe est trop grande, je dois manager 20 personnes en direct, c'est pas possible. Et du coup, je vais remettre des mini-mois. Et ils étaient déjà dans mon équipe, donc en fait j'ai fait des promotions de technical leader et c'est là que mon rôle a évolué, donc je pense que ça s'est fait assez naturellement, oui. Et du coup, je rebondis sur la perche que tu me tends en disant voilà, c'était pas aussi simple, aussi fluide que ça. C'est pas parce qu'on est bon techniquement qu'on va être bon manager de développeurs. Les difficultés que
que tu as rencontré, ou que a posteriori tu te dis tiens, c'était vraiment pas facile, t'as des choses en tête, ou qu'est-ce que tu referais différemment? Oui, ouais, j'ai beaucoup d'exemples. En fait, ça, c'est un peu tout ce qui fait ma carrière de manager actuellement et ce qui fait mon, mon statut de management actuel, cette expérience acquise, et avec effectivement des difficultés et des erreurs qui se sont pas vues tout de suite, parce que ça a peut-être été plus facile au début quand je suis devenu technical leader, que je manageais des développeurs, parce que la mission était claire, c'était en gros tu développes bien, tu t'organises bien, donc pousse ces méthodes partout. Et quand tu as un peu ce mandat-là qui t'est donné par les cofondateurs, en plus il est donné officiellement dans l'entreprise, c'était assez fluide pour tout le monde. Les développeurs savaient que je devenais leur manager, même si ça c'est difficile parce que tu passes déjà de collègue développeur à nouveau manager. Donc il y avait cette difficulté-là, mais c'est une difficulté plus organisationnelle que liée au fait qu'on me promeuve parce que j'étais compétent. Mais ça c'est autre chose, on pourra en parler, c'est plus le fait de manager des anciens collègues qui est compliqué, mais c'est autre chose. Ah, mais pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est parfois des gens avec qui... en tout cas à l'époque c'était le cas. Comme le management était directif, parce qu'on me demandait de devenir manager pour pousser la façon dont je travaillais dans l'équipe, et on avait dit à l'équipe en gros mettez-vous en position de recevoir son management. Ouais. Tu passes de la personne qui joue, quoi, qui joue dans l'équipe avec les gens, à la personne qui va leur donner des consignes. Et c'est par exemple un style de management que j'ai complètement abandonné actuellement, le management qui donne des consignes en tout cas sur la façon de s'organiser. C'est un management que tu as complètement abandonné? Le management directif sur la façon de travailler. Ouais, d'accord. Où je pense que la façon de travailler maintenant, celle qui amène le plus de performance, est celle que chaque personne va définir elle-même. Bon, on pourra en parler plus en détail après, mais du coup, pour t'expliquer là-dessus, c'est là où j'ai pas eu de difficulté tout de suite, c'est que comme le contrat était connu de tout le monde, c'est-à-dire que je passais manager pour expliquer comment on allait fonctionner, c'était assez fluide. Les autres étaient aussi assez juniors dans leur expérience. Moi, peut-être que j'avais eu plus d'expérience sur la partie organisation de projet, organisation d'équipe, parce que j'avais eu des stages là-dessus avec l'école qui nous formait là-dessus. C'était peut-être juste là-dessus que j'étais en avance sur l'expérience. Mais du coup, ça me permettait cette facilité de savoir comment fallait faire et qui était en écoute par rapport au fait que je te dis l'entreprise avait donné les règles du jeu comme ça. Là où ça a changé, c'est quand on a fait des acquisitions. On s'est retrouvé avec des gens qui étaient meilleurs que nous techniquement. Donc c'était la première fois que ça m'est arrivé de travailler avec des gens qui n'avaient pas progressé avec moi, mais qui avaient plus d'expérience, qui avaient vu d'autres difficultés que je n'avais pas vues, et où je me retrouvais à manager aussi des gens plus vieux que moi, ce qui n'avait encore jamais été le cas. Je sais pas pourquoi, mais quand tu es une jeune start-up, tu manques aussi un peu de moyens, t'embauches plutôt des profils juniors au début pour te créer, et du coup t'as pas forcément ces profils hyper seniors, hyper capés que tu peux rencontrer par la suite quand ton entreprise a plus de moyens. Donc Talentsoft, après, en faisant des levées de fonds ou en faisant des acquisitions, s'est retrouvé avec des gens plus expérimentés, et aussi s'est permis d'embaucher des gens qui avaient eu des expériences ailleurs et qui étaient plus expérimentés. Et ça a été une première difficulté pour moi, de me retrouver à manager des gens plus âgés, plus forts techniquement, plus forts aussi organisationnellement, enfin plus forts en tout, quoi. Et je passais du gars qu'on avait mis à manager parce qu'il devait expliquer comment on allait faire, au gars qui avait plein de choses à apprendre au final, et qui n'était plus dans une position confortable à décider en réalité. Et ça, par contre, ça s'est pas fait. Comment tu l'as géré du coup cette situation? Comment t'as résolu? Je l'ai résolu en changeant de fusil d'épaule, c'est-à-dire en changeant de type de management. Mais maintenant, je sais exactement comment m'adapter au type de management, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et je sais que par exemple, j'étais surpris de personnes qui voulaient pas que je les manage parce qu'elles étaient plus vieilles. Et ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Moi, je m'étais pas dit que si j'étais plus âgé que quelqu'un, je voudrais pas qu'il me manage. Donc, c'était des choses qui me désarçonnaient un petit peu, que j'avais du mal à désamorcer. Des gens qui voulaient pas qu'on puisse donner sa voix aussi sur les sujets parce qu'ils étaient meilleurs, et que justement, ils voulaient pas être managés par quelqu'un qui était plus jeune et qui était dans cette position-là, pour eux pas légitime. Donc, ces difficultés, elles étaient pas faciles à résoudre pour moi. Et je les ai résolues finalement en créant une autre ambiance, à changer un peu ce contrat qui m'avait été donné du départ de management directif, à passer plus dans un management participatif, où
où tu te mets en retrait finalement et t'es plus dans une position de manager décideur, en tout cas sur les sujets techniques, parce que je pense que les gens ont toujours besoin de toi sur les sujets de collaboration organisationnelle, même si tu vas aussi les faire participer, mais ils attendent tes décisions là-dessus. Sur la partie management d'une équipe d'ingénieurs, en étant le manager, tu n'es pas attendu, en tout cas pas dans une équipe avec les compétences présentes, tu n'es pas attendu à prendre les décisions. Et c'est là-dessus que j'ai dû changer du coup, parce qu'avant j'étais toujours en décideur sur la partie architecture, sur la partie technique, et où là je me suis mis plus comme au niveau de tout le monde, à participer, à donner mes idées, mais j'étais pas forcément celui qui décidait. La décision c'était soit le consensus, ou soit c'était une personne plus expérimentée qui savait ce qu'il fallait faire, qui pouvait être un architecte, qui pouvait être un développeur senior. Ah, donc toi en tant que manager, tu prenais le parti de dire bon, il n'y a pas consensus sur le sujet, mais tout le monde sait que Robert est plus expérimenté, a plus d'expérience sur ce truc-là. S'il n'y a pas consensus, c'est Robert qui va décider en fait. Ta casquette de manager, tu donnais la possibilité à une autre personne de l'équipe de décider. En fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est la décision technique n'est plus chez le manager. Tu n'utilises pas ton pouvoir hiérarchique en tout cas pour décider. C'est-à-dire que si tu décides, tu vas décider parce que tu vas influencer la bonne décision et que les gens pensent que tu as raison, mais pas parce que ils se disent que tu es le manager et que s'ils ne te laissent pas décider, ils vont en payer les pots cassés ou je ne sais quoi. En fait, surtout pas arriver à cette extrémité-là où j'arrivais régulièrement, puisque au début c'était comme ça que j'étais positionné en tant que manager. Donc j'étais dans ce rôle de manager qui décidait de tout, y compris de la technique, et c'est ça qui devait changer là, qui ne marchait plus. Et donc tu te mets dans cette position de... Tu n'es pas dans ton rôle hiérarchique quand tu prends des décisions techniques. D'accord, ok. Bah, super intéressant. C'est pas enfin, t'as pu opérer cette transition au moment des rachats, au moment au moment de la croissance de l'équipe. Ouais. Donc c'est la problématique d'une certaine légitimité au final qui t'a fait évoluer vers un autre style de management. Donc ça, c'est à peu près le step 2 où tu deviens manager de manager. Oui. Ok. Et de rôles qui se spécialisent un peu. Les architectes n'existaient pas encore chez Talentsoft avant ce moment-là. À peu près au moment de la première acquisition, on a commencé à définir ce rôle d'architecte. Donc on avait des personnes tout à fait capables dans l'équipe qui ont eu ce type de promotion, et aussi des gens qu'on a pu embaucher, comme je te disais, avec plus de moyens, des gens plus seniors, ou qu'on a gagné entre guillemets via les acquisitions, et qu'on a conservé avec nous. Donc il y a eu un peu ce rôle justement d'architecte qui a pris de la place sur le côté technique, tout en sachant que le rôle d'architecte est aussi un rôle délicat à mettre en œuvre dans une équipe agile où on veut pas que ce soit les seuls décisionnaires. Justement, on veut pas qu'en gros ce travers que tu pouvais avoir dans mon rôle de management initial, on le retrouve dans un autre rôle qui s'appelle l'architecte, pardon. Je sais pas ce qu'elle y fait. Et du coup, voilà, enfin, tu as ce rôle d'architecte quand même qui reste référent technique, qui est capable de prendre des décisions, de trancher, un peu ce que tu disais tout à l'heure, Robert qui va trancher, si besoin. Mais Robert peut être tout le monde au final. Robert peut être un développeur ou peut être le manager. C'est juste que, comme je te disais tout à l'heure, quand on prend ce genre de décision, on essaie de sortir de sa casquette hiérarchique. Et du coup, chez Talentsoft, sur les 9 ans, quand tu pars, la R&D, c'est combien de personnes? Ça s'est structuré comment? Ouais, ça en est où? Alors quand je quitte Talentsoft en 2018, au début d'année 2018, il y a une centaine de personnes à l'ingénierie, comprenant l'équipe produit également. On a fait pas mal d'acquisitions. Donc je crois qu'il y en avait eu 3. Un éditeur à Boulogne-Billancourt, un éditeur aux Pays-Bas et un éditeur à Nantes. Donc pour diverses raisons, il y avait des acquisitions qui étaient faites pour des prises de marché. Par exemple, l'éditeur aux Pays-Bas, c'était pour faire de la vente, prendre une position de leader en Europe. L'éditeur à Nantes, c'était pour de la couverture métier qu'on n'avait pas, donc c'était du e-learning par exemple. Et du coup, les équipes avaient pas mal grossi via ces acquisitions et aussi également via des levées de fonds. Et on atteignait la centaine de personnes en équipe R&D produits. Donc de mémoire, on avait 15 équipes de développement donc, qui étaient réparties sur, je ne sais plus exactement, 6-7 modules fonctionnels par exemple. Avec à la tête de chacune un product owner.
fonctionnant en méthodes agiles. On avait pas mal aussi évolué là-dessus. Au début, j'étais assez dogmatique sur quelle méthode utiliser, donc on avait mis en place Scrum. Sur la fin, quand j'ai quitté Talentsoft, j'avais aussi changé de fusil d'épaule là-dessus. J'étais plus à considérer qu'une équipe pour bien fonctionner, elle doit trouver la méthode qu'il lui faut, parce qu'en gros, considérant qu'une équipe c'est une somme d'individualités et qu'aucune n'est la même qu'une autre, j'avais arrêté de faire cette erreur de dire chaque équipe est un clone et doit faire la même façon de travailler, mais plutôt chaque équipe est unique et doit avoir sa propre façon de travailler que la somme de ces individus doivent définir ensemble. Donc du coup, on avait mis en place un rôle de coach agile, par exemple, qui était là pour aider les équipes à recevoir leurs conseils sur il y a telle méthode qui existe, il y a Kanban, il y a Lean, il y a Scrum, il y a ces forces-là dans cette méthode, il y a cette force-là dans cette méthode. Selon le problème que vous avez là, on peut vous conseiller cette méthode-là, vous pouvez essayer ça. Donc on restait toujours dans une démarche agile avec du test and learn. Donc essayez cette méthode-là, et si ça vous va, gardez-la. Si ça vous va pas, on itérera sur autre chose, on essaiera autre chose. Mais c'était vraiment à chaque équipe de définir sa façon de travailler, et ça fonctionnait plutôt bien du coup. Et aider avec un coach ou des coachs. Il y avait une équipe. Des coachs TS ou c'était des coachs C'était des coachs Talentsoft. Ouais, on avait recruté une personne qui venait de vente privée, qui connaissait bien les méthodes agiles, et on avait d'autres personnes qui étaient d'anciens développeurs qui avaient souhaité un peu faire le braquet vers ce poste et qui étaient un peu dans une fonction de support aux équipes justement. Donc ils se rendaient disponibles pour les équipes qui avaient besoin pour les aider à organiser leur méthode et leur donner les bons conseils sur... Il y en a qui n'étaient pas du tout en agile, ou c'était quand même... parce que là, tu as parlé de différentes méthodologies, du Scrum, du Lean, du Kanban, toutes des méthodes agiles. Est-ce qu'il y avait des équipes qui avaient opté un peu à contre-courant sur d'autres formes de... Oui, tout à fait. Et moi, c'est un peu ce que je faisais au début, comme je te disais, quand je faisais de la spécification avec ce que les co-founders pouvaient nous dire en passant en coup de vent. Il y avait toujours des équipes, c'était plutôt selon les projets que selon les équipes, qui faisaient des cycles en V sur certains projets. Il y a certains projets qui demandaient ça en réalité, d'être spécifiés vraiment très finement en amont et de respecter un planning bien détaillé, et ensuite de faire un peu une phase de test bien aussi détaillée et précise pour éviter des régressions. Quel type de projets vont être plus adaptés à du cycle en V selon toi par rapport à de l'agile? Enfin, il y a des... Qu'est-ce qui fait que... Ça va vraiment être l'impact que le code que tu vas rajouter va avoir dans le logiciel. Si je te prends un exemple, on a mené un projet qui visait à mettre en place le SSO au sein de Talentsoft, donc l'authentification unique. Ouais. C'était une brique d'authentification complètement nouvelle qui venait s'ajouter à l'authentification classique par login mot de passe. C'était pas possible d'aller ajouter ça dans la suite logicielle de Talentsoft, parce que Talentsoft c'était quand même plusieurs briques logicielles qui communiquaient via API. C'était pas possible d'aller ajouter ça de façon agile. Il fallait qu'à un moment tous les logiciels puissent interopérer avec cette brique SSO. Et du coup, il fallait déjà se mettre bien d'accord en amont sur ce qu'on allait livrer avec cette brique SSO, ce qu'elle allait avoir comme capacité, à quoi elle allait permettre de se connecter, quelles seraient les sources d'authentification, par exemple te connecter avec Microsoft Azure, ton login Microsoft sur le web. Il fallait s'être bien mis d'accord sur tous ces contrats-là en amont, pouvoir faire la phase de développement et avoir une phase de test en aval qui était vraiment précise et qui allait s'assurer que t'allais pas te retrouver un moment à cliquer sur une page et te faire envoyer dehors de l'application parce que t'étais délogué pour X raisons liées au SSO. Donc ce genre de projet, tu peux pas le mener par brique incrémentale, tu peux pas le faire à moitié, il faut vraiment le livrer d'un coup. D'accord. Il faut que les tests soient parfaits pour t'assurer que t'as rien cassé. Ça fonctionne. Oui. Ok. Et du coup, tu passes une petite décennie chez 9 ans chez Talentsoft. Tu vois la boîte
4-5 personnes, 8-10 personnes à la R&D, jusqu'à 100 personnes à la R&D, t'es le bras droit, une boîte qui croît, qui n'a pas cessé de croître, soit par acquisition, soit par croissance organique. Soit par croissance organique. Qu'est-ce qui fait que tu pars, en fait c'est de ce poste-là? Je quitte Talentsoft pour une raison assez simple, qui est le pendant contraire du fait pour lequel j'étais resté chez eux en réalité. Ils sont rentrés dans une phase de stabilisation au niveau taille d'entreprise et donc pour moi de challenge organisationnel. Tu as remarqué que je parlais beaucoup d'organisation et pas que de technique. J'ai beaucoup apprécié tous les challenges organisationnels amenés par la croissance de la taille de l'équipe, parce que ça m'a amené à résoudre des nouveaux problèmes. L'alignement de 8 développeurs, c'est plus facile que l'alignement de 100 développeurs, comme tu peux l'imaginer. Et du coup, ça t'amène des challenges vraiment variés et plus l'équipe grandit, à chaque fois différent à résoudre en réalité. Donc, avec la croissance de l'équipe, il y avait cette stabilité de croissance et il y avait aussi niveau technique, on était un peu au bout de ce qu'on pouvait faire. Je pensais qu'il fallait amener de la data science dans le produit Talentsoft et c'était pas actuel pour les fondateurs à ce moment-là. Ils l'ont fait que quelques années plus tard en faisant une acquisition d'une boîte spécialisée dans la data science. Mais du coup, en gros, pour moi, ça restait une application de gestion maintenant qui était assez stable, qui était intégrée, qu'on avait su prouver qu'on savait intégrer avec les produits qu'on achetait. Et qu'on continue de faire évoluer. Donc, il y avait de l'innovation produit. Mais sur le plan technique, ça restait ce qu'on avait déjà su faire. C'était plus aussi challenging, plus de difficultés techniques. Ouais, et puis tu parles de data science, c'était quelque chose qui a priori te trottait bien dans la tête, et puis c'était quelque chose de... enfin, ça fait bien le pont avec l'expérience actuelle, et oui, parce que du coup Synthesio niveau data, IA, data science, tu nages dedans depuis 3 ans, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce qui m'a fait rejoindre Synthesio exactement. Donc, il y avait effectivement l'intelligence artificielle, ce qui énerve beaucoup les ingénieurs parce que c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle qu'on fait, mais la data science qui avait le vent en poupe dans ces années-là, en 2018, c'était un peu à nouveau une phase resplendissante pour les innovations data science. Il y avait pas mal de choses qui se passaient sur les modèles de deep learning notamment. Et du coup, effectivement, je voulais en faire et je me suis retrouvé face à l'opportunité de rejoindre Synthesio, donc qui était une start-up de 150 personnes, et avec 30 personnes en R&D qui voulaient doubler la taille de sa R&D rapidement, qui cherchait à faire des levées de fonds et qui voulait monter une équipe data science justement, pour aller analyser les données qu'ils avaient en base de données. Sachant que Synthesio, c'était à l'époque une entreprise de social listening, et qu'on peut aussi qualifier de big data, donc dans le sens où c'était ce qu'on appelle une lambda architecture, donc on peut pas forcément rentrer dans les détails techniques, mais on peut, hein. En gros, c'est du processing de stream et de batch. Donc c'est du processing temps réel, des traitements en temps réel et des traitements par lot de données qui sont effectués dans ce qu'on appelle un data processing pipeline. Donc en gros, c'est des gros tuyaux qui font transiter toute la donnée. Donc en amont de Synthesio, tu as ce qu'on appelle des crawlers, qui sont des services qui vont chercher de la donnée sur les réseaux sociaux, donc comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Ces données vont transiter dans le data processing pipeline, donc dans les tuyaux. Comment ils vont les chercher, les crawlers? Comment ils font pour les... Tu as différentes méthodes, dont une qui est de moins en moins usitée, qui est le scraping. Donc c'est aller... tu as des machines, un peu ce que fait Google pour son moteur de recherche, tu as des machines qui vont parcourir les pages HTML et aller chercher le texte qui est écrit sur les pages. De moins en moins on fait ça parce que c'est pas super stable, donc on passe par des fournisseurs de données qui font ça et qui vont nous donner une API qui est stabilisée.
Donc on va appeler leur API. D'accord. Ou sinon on passe par les API des réseaux sociaux directement. Par exemple sur Twitter, tu payes Twitter pour avoir accès à la donnée. Donc selon ton contrat, tu vas avoir accès à un certain volume, un certain périmètre de données. Selon ton contrat, tu dis voilà, je veux pouvoir accéder à Twitter, l'intégralité en temps réel. C'est ce qu'on fait chez Synthesio. D'accord. Et tu peux ensuite dire voilà, je veux filtrer sur tel mot, renvoyez-moi tous les tweets avec tel mot qu'il y a dedans. Oui. Et exactement. D'accord. Okay. Donc ça fait rapidement des quantités de données assez importantes. On traite actuellement plus de 400 millions de documents par jour. C'est à la fois beaucoup dans le sens où c'est du big data, c'est pas beaucoup par rapport à certaines autres sociétés qui font beaucoup plus. Mais du coup, on a ces documents qui passent dans le processing pipeline et sur lesquels on vient faire ce qu'on appelle de l'enrichissement. Donc l'enrichissement, c'est de l'annotation de données avec des métadonnées, notamment qui viennent de la data science. Donc le but, c'est de, si tu as un tweet qui passe, de pouvoir dire quel est le sentiment de la personne qui s'exprime, quelles sont ses émotions, quelles sont les entités dont elle parle. Les entités, ça va être au sens le produit, la marque, l'organisation, le lieu, le monument dont elle va parler, enfin détecter vraiment des mots saillants dans ce dont elle parle, détecter la langue, de pouvoir classifier le document, savoir si c'est de l'autopromotion d'une entreprise ou si c'est un spammer qui écrit n'importe quoi, ou si c'est un bot qui écrit n'importe quoi, ou si c'est... on peut encore détecter les bots qui écrivent n'importe quoi. Oui, il y a plusieurs techniques pour ça, mais... ou si c'est un vrai feedback d'utilisateur ou de consommateur qui s'exprime légitimement sur un produit, qui a envie de dire quelque chose. Comment vous faites pour détecter, tu dis il y a plusieurs techniques pour détecter que c'est quelqu'un qui s'exprime en son nom, et là je sais que c'est un robot, c'est quoi les techniques pour détecter ça? Je vais t'en donner quelques-unes. Il y a, la première, c'est très simple, c'est de regarder comment s'exprime le compte. Et par exemple, un spammer va avoir tendance à copier-coller des milliards de fois le même message. Donc ça, tu te rends assez vite compte que c'est pas un humain derrière, que c'est que c'est un bot qui fait du spam. On maintient aussi des bases d'auteurs chez nous, donc on va pouvoir taguer facilement quels sont ces types d'auteurs qui vont faire du spam, et ensuite derrière pouvoir les filtrer directement. Tu peux regarder aussi leur expression sémantique, donc la façon dont ils s'expriment, parce que justement grâce au modèle de data science actuel, il y a entre guillemets de la compréhension sémantique, donc de la compréhension du sens des phrases qui sont écrites, et tu as souvent ces bots-là qui écrivent un peu n'importe quoi ou qui vont parler des mêmes mots tout le temps, enfin c'est des buzzwords qui sont tous liés les uns aux autres, et du coup tu peux faire de l'apprentissage là-dessus et apprendre à les sortir. Enfin tu as ton modèle de data science qui s'entraîne sur détecter ce type d'expression sémantique et les cataloguer comme spammer. Puis après, tu travailles avec le feedback de tes utilisateurs. C'est-à-dire que eux vont pouvoir enrichir l'entraînement de tes modèles en disant oui, là, vous n'avez pas détecté que c'était un spammer, c'en est un. Et du coup, tu vas réentraîner ton modèle avec ce feedback. Ou là, vous vous êtes trompé, vous pensez que c'était un spammer, en fait, c'est légitime et on veut le voir. Et du coup, tu vas réentraîner ton modèle en disant là-dessus, tu étais un peu trop pointilleux, c'est un humain intéressant qui nous intéressait. Mais ça peut être le genre de méthode pour filtrer. Ok. Ah ouais, donc niveau data, niveau analyse, il y avait les challenges, il y avait les challenges que tu souhaitais avoir de ce point de vue-là. Oui, pour moi, technologiquement, c'était vraiment très intéressant. Parce que data science, je connaissais pas du tout, parce que big data, je connaissais le buzzword, mais j'avais pas encore fréquenté de boîte directement qui manipulait ce genre de volume de données. Parce qu'au niveau langage, j'apprenais de nouvelles choses. Je quittais le monde de .NET avec Talentsoft pour rejoindre le monde de Golang côté back-end avec Synthesio. Donc un nouveau langage à apprendre pour moi. Que tu codes aujourd'hui ? Ah non, j'ai arrêté de coder, je sais pas. Donc j'ai rejoint Talentsoft en 2009, j'ai arrêté de coder en 2011, je pense.
Et ça t'a pas empêché d'apprendre le langage Go? Enfin, tu fais des code reviews, Je fais des code reviews parcellaires de temps en temps. Je suis pas dans le processus. On n'attend pas ma review pour pouvoir mettre en production. Mais moi, je continue de lire du code, par pur intérêt. Enfin, je lis du code comme je peux lire des livres, quoi. C'est D'accord. par amour du code et par amour des langages et pour comprendre ce qu'on peut faire avec, comment ça fonctionne, et puis aussi savoir parler aux ingénieurs quand il y a besoin, même si c'est très rare de parler code avec eux. Entre le moment où tu arrives il y a 3 ans et maintenant, est-ce que tu as apporté des choix technologiques sur les infras ou... Non, j'ai pas apporté d'innovation personnelle dessus. Comme je te disais, le big data, je connaissais pas, donc moi j'ai pour le coup beaucoup appris auprès de Synthesio. Je connaissais pas mal de théories sur le big data et l'utilisation de logiciels un peu connotés big data comme Apache Spark par exemple, que tu retrouves dans plein de use case big data sur lesquels je m'étais renseigné et sur lesquels j'avais pu faire des POC moi-même, des proof of concept. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait chez Synthesio. Chez Synthesio, c'était plutôt du Kafka que j'avais eu l'occasion d'introduire chez Talentsoft. Donc ça, je connaissais déjà. Et aussi beaucoup d'Elasticsearch. Elasticsearch, on l'avait utilisé chez Talentsoft que dans une stack qu'on appelle ELK, qu'on utilise beaucoup en monitoring technique. De manière assez light par rapport à ce qu'on fait chez Synthesio, parce que chez Synthesio, les Elasticsearch sont les bases de données qu'on utilise pour stocker toute la donnée. Donc elles font plusieurs pétaoctets de données, c'est des fermes de centaines de serveurs et du coup c'était dans des mesures que je ne savais pas du tout utiliser personnellement. Donc non, j'ai apporté peu de choses là-dessus, je les ai plutôt challengés sur pourquoi vous n'utilisez pas ces logiciels que moi j'aurais utilisé si j'avais dû mettre en place une stack big data, comme je disais tout à l'heure, comme Spark par exemple. Et les ingénieurs m'ont expliqué, ils m'ont montré en gros les limitations de ces outils et le fait que eux ils tordaient un peu tordaient pas au sens mal l'utiliser, mais tordaient au sens ils poussaient dans leur dernière limite des outils qui étaient beaucoup plus puissants finalement pour recevoir ces quantités de données. Et par exemple ils participent à l'open source directement d'Elasticsearch, ils poussent du code dans Elasticsearch. Donc au niveau technique c'était stratosphérique par rapport à ce que moi j'avais pu faire chez Talentsoft, et j'ai plus appris des choses que influencer ou modifier l'architecture du produit. Donc j'ai plus compris comment ça marchait et réussi à m'articuler dedans au sens où il fallait mettre en place la partie data science, et j'avais besoin de comprendre comment fonctionnait cette infrastructure pour pouvoir comprendre comment j'allais intégrer là-dedans une équipe data science et des services data science. Il n'y avait pas d'équipe data science quand tu arrives? Il n'y avait pas d'équipe data science, il y avait eu une équipe data science mais qui était plutôt des chercheurs et qui avaient jamais réussi à pousser en prod leur modèle. Et c'était une grande frustration de l'équipe R&D. Ils n'avaient jamais travaillé, en fait, l'équipe data science avait été un îlot séparé qui n'avait jamais mis en prod. Ils avaient leur modèle qui fonctionnait sur leur laptop et ça n'allait pas en prod parce que c'était pas scalable, comme on dit. Donc ça fonctionnait sur un laptop avec des données d'entraînement d'un data scientist, mais ça ne rentrait pas dans les volumes qu'il y avait chez Synthesio. Et donc oui, c'était une des demandes que m'avait faite le CEO en m'embauchant, c'était de réussir à mettre en place une équipe data science qu'on pourrait intégrer et organisationnellement dans les équipes R&D et techniquement dans l'infrastructure à l'échelle, en production. D'accord, ok. Et alors, tu as réussi des difficultés à recruter une équipe de data science? Parce que pour le coup, ils sont pas pléthores. Exactement. Alors, je dirais oui, plutôt des difficultés dans le sens où déjà définir le rôle, c'était pas évident. Comme je connaissais pas la data science plus que ce que j'avais pu en lire dans des livres, je me suis pas aperçu tout de suite que les gens qui s'auto-proclamaient data scientists avaient des casquettes vraiment différentes dans leurs entreprises. Et ça va du coup de la personne qui fait beaucoup de recherches théoriques et par exemple des proof of concepts à la personne qui est vraiment très orientée data engineering et qui est capable de faire de la mise à l'échelle facilement et de la mise en production facilement et qui s'est un peu formé à la data science pour comprendre les concepts. Et puis tu as beaucoup d'entre-deux en fait, entre ces deux extrêmes, avec des data scientists qui étaient plutôt data scientists à la base, qui maîtrisent vraiment tous les concepts de la data science, qui sont aussi très vastes, donc très difficiles à maîtriser, mais qui peuvent se spécialiser dans un champ par exemple comme le deep learning,
et être capable aussi d'avoir suffisamment de bagages de computer science pour réussir à déployer des modèles avec les data engineers et les mettre en prod à l'échelle. Et du coup, tu disais, moi quand je suis arrivé, il y avait des data scientists, mais plutôt au sens chercheur. Ils étaient plus là, il y avait eu des data scientists. Ils étaient plus là. Ils avaient été sortis. Les modèles qu'ils avaient développés, ils étaient encore là ou... Oui, c'était beaucoup ce qu'on appelle du rule-based et un tout petit peu de machine learning. Ouais. Ils avaient juste fait une démo de deep learning qui fonctionnait pas. D'accord. Et pourtant, c'est ce qui nous semblait être la bonne chose à faire pour arriver à mettre des modèles à l'échelle, justement. Et tu as pu réutiliser le travail qui avait été déjà fait dans le passé? Vous êtes reparti de... Non, pas du tout. Et parce que comme aussi, une des problématiques était qu'ils n'avaient jamais mis en production, on n'avait pas vraiment les modèles, on n'avait pas vraiment le source code. C'était un peu resté sur leur laptop en réalité, et qui avait été perdu avec eux, je pense. Donc il y avait peu de récupération de l'existant. On est vraiment reparti d'une feuille blanche. D'accord. Et là depuis sur les modèles vous avez produit des nouveaux modèles, des choses qui n'existent pas, vous utilisez des modèles existants? En fait, pour te refaire la chronologie là-dessus, on a dû mettre 6 mois à reconstituer l'équipe Data Science. Donc après mon arrivée en mars 2018, on a dû finir en fin d'année 2018 l'équipe. Après, il faut compter un ramp-up de progression de 3 à 6 mois. Il y avait un peu ces problématiques organisationnelles, comment on s'intègre dans une squad, comment les data scientists montent en compétence sur la stack Synthesio et sur les problématiques qu'on cherche à mettre en place. Et effectivement, par rapport à ta question, il n'y avait pas de solution toute faite. Il n'y avait pas de... Ça se voit de plus en plus actuellement parce qu'il y a pas mal de boîtes qui se spécialisent en data science ou des grands fournisseurs comme Google ou Microsoft qui vont maintenant sortir des services un peu SaaS PaaS plutôt de data science. Là, c'était pas le cas fin 2018. Par contre, il y avait pas mal de recherches. Il y avait Google et Facebook qui publiaient des modèles, notamment ceux qu'ils utilisent. Donc Google sur la partie recherche et Facebook sur la partie analyse de tout ce que les gens disent sur Facebook sur la partie post de Facebook. Et qui publient ces modèles en open source. Et du coup, on les a benchmarkés. Donc à l'époque, il y avait Laser de Facebook et il y avait Google BERT de Google. Ces deux modèles, ils font quoi, du coup? C'est des modèles d'analyse sémantique, pour le dire simplement. D'accord. Et en gros, ils vont détecter le sens que tu vas pouvoir mettre dans les phrases. Et celui de Google, par exemple, là où il était intéressant, c'était une nouveauté, c'est ce qu'on appelait les... c'est ce que veut dire le nom d'ailleurs, il me semble. Je sais plus exactement ce que veut dire BERT, mais le B c'est bidirectional et le T à la fin c'est transformer. Et c'est en gros, il fait une lecture bidirectionnelle du texte et lui il fait ça pour avoir vraiment le contexte. À chaque mot, il va regarder les mots qu'il y avait derrière, les mots qu'il y avait devant, pour savoir redonner du contexte dans la phrase qu'il analyse. Et du coup, on a basé nos modèles là-dessus. On a fait les benchmarks de Laser et de BERT. On a sélectionné BERT à l'époque. Et on a construit nos propres, donc ce qu'on appelle des classifiers, c'est des classificateurs de documents en aval de ces modèles d'analyse sémantique qu'on a, du coup, ça c'est des modèles propriétaires Synthesio, qu'on a entraînés pour détecter ce qui nous intéressait. Donc par exemple, je te parlais tout à l'heure de sentiment, détecter le sentiment, ou de détecter des entités, et puis aussi de détecter du sentiment relié à des entités, parce que tu peux avoir des phrases complexes du type j'adore ce nouveau produit, mais il est trop cher. Le problème des analyses de sentiments, c'est que la plupart du temps, tu prends ce texte-là et tu essaies de sortir un sentiment moyen, et c'est difficile, la phrase que je viens de te donner, pour dire un sentiment moyen, selon ce qui intéresse ton utilisateur final. Là où on va donner maintenant de la précision, on va dire j'adore ce produit, il a un sentiment positif sur le produit dont il parle, donc sur ton produit, si toi tu es la boîte intéressée par ce produit, qui le commercialise. Et par contre, il trouve que son prix est trop cher, il a un sentiment négatif sur le sujet du prix. Donc c'est là que tu fais des croisements sémantiques entre le prix et sentiment négatif, et de l'autre côté, le produit, sentiment positif. Et après, tu peux trouver plein d'autres choses sur ce qu'il pense par rapport à la concurrence, etc., selon ce que la personne renseigne. Mais du coup, c'est ces classificateurs-là qu'on a entraînés derrière les modèles qui ont été fournis en open source par des boîtes comme Google pour justement aller générer ce qu'on appelle des insights, donc des indicateurs qualitatifs sur la data qu'on a en base de données.
et qui serait sinon impossible à analyser manuellement, vu ces volumes. Ok. Et là, tu parles de tous les modèles de social listening, genre enfin, liés à l'activité social listening. Je crois que chez Synthesio, vous évoluez vers d'autres marchés également. Oui. Alors, les modèles, c'est pas que social listening. C'est actuellement là, ce dont je te parlais, c'était natural language understanding, donc compréhension du langage naturel. Et il faut le faire en multilangue, donc on le fait dans 103 langues actuellement. Mais ça, c'est une capacité qui est donnée par BERT justement. Par exemple, c'est BERT qui est capable de comprendre les 103 langages. C'est pas Synthesio qui le fait. Et nous derrière, on fait des classificateurs qui utilisent cette force de BERT, qui vont être beaucoup plus simples, qui vont permettre de classifier les sentiments. Mais c'est lui qui se charge de faire les traductions en réalité. Non, c'était juste pour te dire que ça, c'est la partie sémantique texte, mais aussi dans ce qu'on appelle le Human Expression Understanding, donc la compréhension de l'expression humaine. On fait aussi le champ du computer vision, donc la détection des objets, des scènes et des logos dans les images et dans les vidéos. Et vous faites ça aussi ? Oui. Là-dessus, on a fait des modèles, on les a fait pour une raison qui est évidente pour nous, c'est le prix. Le cloud là-dessus est beaucoup trop cher. Enfin, le cloud là-dessus, sur toute la data scene, c'est trop cher. C'est vraiment parti pour ça qu'on a fait des modèles propriétaires. Parce que sur les volumes de données qu'on traite, c'est 10 fois plus cher si on les consomme via les modèles mis à disposition par Google, par exemple, actuellement, versus ce qu'on peut faire en créant les modèles et en les hébergeant nous-mêmes. Mais du coup, on a fait nos modèles aussi sur la partie computer vision pour détecter les logos des marques. C'est ça qui les intéresse, voir leur couverture dans les images et les vidéos postées par les internautes, en gros. Et détecter les scènes, donc ça c'est par exemple pour les contextes d'utilisation, voir que les gens utilisent le produit dans tel contexte, et puis par exemple faire une publicité ciblée qui met dans ce contexte pour le prochain produit qui vont sortir de la même branche, pour parler à leurs utilisateurs parce qu'ils ont identifié ce genre de contexte. Ou la détection d'objets pour savoir quels sont les objets que tu retrouves à proximité de ton produit, etc. Enfin, derrière ça permet plein de use cases différents, mais voilà un peu le genre de détection qu'on va faire. Donc tu as tous ces modèles qui sont pas forcément liés au social listening, qui sont juste liés à ce qu'on peut détecter dans des images d'un côté et ce qu'on peut détecter dans du texte de l'autre. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, en effet, donc on a été racheté par Ipsos qui est une boîte de market research qui fait par exemple des sondages qui nous emmène vers un pivot côté Synthesio. Donc ils nous ont acquis au début parce qu'on faisait du social listening et qu'ils étaient intéressés aussi à étendre leur champ d'action sur les données sociales. Maintenant, ils considèrent que Synthesio est un peu leur bras technologique, donc en gros leur partie ingénierie au sein d'Ipsos. Et du coup, on est en train de pivoter vers ce qu'on appelle le Consumer Insights, donc c'est tout ce qui est les indicateurs liés aux consommateurs, et qui prennent plusieurs types de données, non plus que de la donnée sociale, mais également de la donnée de ce qu'on appelle des reviews, donc les revues d'utilisateurs sur les produits qu'on va trouver sur des sites tels qu'Amazon, de la donnée de recherche, donc ce que les gens recherchent sur les moteurs de recherche comme Google ou sur des réseaux sociaux à nouveau comme YouTube, mais au lieu que ce soit leur expression directement dans les commentaires YouTube, là, ce qui vient plutôt via la partie social, là c'est l'expression de leur recherche dans la barre de recherche YouTube. Donc tout ce qui est recherche pour comprendre un peu leur comportement de consommateurs, ce qui les intéresse dans leur recherche, qui est vraiment complémentaire de ce qu'ils vont écrire après, qui vient plutôt en aval de la consommation, là, c'est la plupart du temps. Et voilà, et qui vient aussi enrichir les données de sondage Ipsos. Donc ce qu'on cherche à faire en ce moment, c'est faire pivoter le produit vers une ingestion de tous ces types de données. Donc encore plus de données à traiter. Oui, mais au final, c'est des volumes beaucoup plus faibles que le social. Ça n'augmente pas les problématiques techniques pour le coup. Ça amène de la complexité technique parce que ce ne sont pas les mêmes types de données, donc pas les mêmes types de bases de données, pas les mêmes types d'architecture. Ça ne va pas passer dans un processing pipeline aussi gros, par exemple, parce que les volumes sont plus faibles. Ça augmente la complexité parce que les données là ne sont plus publiques, contrairement aux données sociales qu'on récupère, c'est de la donnée parfois privée. On va aussi permettre aux
aux utilisateurs. Enfin, on leur permet déjà d'importer tout type de données qu'ils veulent. C'est pour ça que je te disais, on fait de l'analyse de données images, vidéos et texte. Parce qu'en fait, tu peux importer n'importe quoi. Hein. Tu peux, je sais pas, si tu as des documents, si tu as tes propres reviews sur Kaibi, par exemple, tu peux aller les importer dans Synthesio et puis récupérer les émotions des gens qui ont parlé de qu'est-ce qu'ils racontent sur Kaibi et quels sont les sujets saillants qui sortent. Trouver des clusters d'informations particulières, donc vraiment sur tout type de données, mais du coup ça amène des problématiques supplémentaires qui sont que cette donnée là elle t'appartient, c'est ta donnée privée et il faut pas la partager avec d'autres clients, ce qui était le cas avant pour les données sociales. Pour la plupart des données sociales, c'est comme c'est de la donnée publique, la donnée qu'on peut récupérer, comme les tweets que les comptes publics vont écrire et que tout le monde peut lire. Ouais, t'as aucune problématique GDPR avec du tweet, quoi. T'en as, mais elles sont gérées la plupart du temps en amont par les fournisseurs de données. Donc c'est les fournisseurs de données qui s'assurent que ça respecte la GDPR et toi t'as peu de choses à assurer, si ce n'est d'assurer cette partie compliance où si la personne sur Twitter veut supprimer son tweet ou veut que ça passe en privé, Synthesio est mis au courant par API, par Twitter, et doit mettre aussi à jour l'information dans sa base de données. Donc supprimer le tweet si il a demandé la suppression, le rendre privé s'il a demandé de le rendre privé, ce qui revient à la supprimer chez nous. Mais voilà, donc oui, on gère déjà tout ça, ce côté GDPR, mais il est plus simple effectivement sur de la donnée publique à la base que sur de la donnée privée. Sur la donnée privée, tu dois tout compartimenter, tout sécuriser, quoi. Ok. Oui, alors ça pour le coup c'est ce qu'on fait dans des produits tels que Talentsoft, puisque Talentsoft c'est un produit SaaS multitenante au sens où tu as une base de code qui est hébergée une fois et qui peut servir tous tes clients. Donc c'est un peu technique, mais au final la scalabilité se fait vraiment plus par consommation des serveurs que par nombre de clients. Et du coup c'est des problématiques que j'ai déjà apprises à gérer par le passé, donc qui posent pas de problème là chez Synthesio, mais qui sont nouvelles pour Synthesio. Ok. Et alors là, en parlant de problématiques, la data, des nouvelles problématiques sur ce poste chez Synthesio pour toi, les gros enjeux que tu as eu, autres que techniques et autres que data, sur ces 3 dernières années, qu'ils soient organisationnels ou sur de recrutement, il y a des choses qui t'ont marqué? Oui, il y avait plusieurs choses et qui étaient parfois nouvelles pour moi. Synthesio avait fait des acquisitions qui ne s'étaient pas super bien passées. Et du coup, ça les avait intéressés que j'ai eu l'occasion de vivre des acquisitions chez Talentsoft qui s'étaient bien passées. Donc, il y avait cette problématique de remotiver les équipes qui avaient été achetées, entre guillemets, qui n'étaient pas forcément bien intégrées, si on continue de parler uniquement de la R&D à l'équipe R&D. Dans les décisions, ils avaient un peu l'impression d'être laissés pour compte, d'avoir été... vraiment, ils se sentaient achetés et pas intégrés. Et alors, comment t'as fait, du coup? C'est quoi les actions, les décisions, les leviers organisationnels, justement, pour que 2 cultures se rencontrent et puis fonctionnent ensemble et puis finissent par fusionner? La première chose que j'ai faite, c'était de les écouter. Ils n'étaient pas beaucoup écoutés et ils étaient vraiment considérés comme dernière roue du carrosse et un peu à suivre la R&D parisienne de Synthesio, donc le bureau de Paris de Synthesio qui composait 80% des effectifs. Donc la première chose que j'ai faite, c'était d'écouter les problématiques que ces bureaux satellites rencontraient, d'aller les voir, d'essayer de mettre en place avec eux une organisation qui les remettait un peu au centre aussi de l'échiquier et qui leur permettait de participer comme s'ils étaient au final des télétravailleurs, des full remote. Parce qu'on en avait quelques-uns sur le bureau de Paris. Ça se passait pas forcément aussi très bien avec eux, ils avaient un peu l'impression de pas être dans les décisions non plus. En gros, si tu veux, la problématique à l'époque, c'était que comme tu avais 80% de la R&D qui était à Paris, et les autres qui étaient soit dans les bureaux satellites comme à Bruxelles, une société qu'on avait rachetée à Bruxelles, ou à New York, ou en remote plutôt en France, toutes ces personnes qui n'étaient pas dans le bureau parisien avaient l'impression de rater de l'information parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient directement dans l'open space, la machine à café exactement, ou dans l'open space directement. Et du coup, ils avaient l'impression un peu de voir les décisions une fois qu'elles se mettaient en place dans le produit et pas y avoir participé, donc on les avait pas questionnés, ce qui était exactement le cas. Donc du coup, il y avait un peu cette problématique de finalement les voir comme s'ils étaient des remotes, ceux qui étaient à New York et à Bruxelles pour le bureau parisien,
c'est un peu comme ça que j'ai agrégé les problèmes en réalité, parce que comme les remotes de toute façon n'étaient pas satisfaits non plus du fonctionnement avec Paris, on a réfléchi à comment on fait pour travailler si on était tous remote. Un peu ce qu'on a été forcé de faire avec le Covid. La Covid, ça t'a aidé au final. Non, parce qu'on l'avait résolu avant. On l'avait résolu 1 an avant, mais ça nous aurait aidé sans doute de la même manière. Mais c'est le même genre que ce qu'ont dû affronter toutes les boîtes avec le Covid, qui n'étaient pas forcément dans un mode optimal avec des remotes. Mais du coup, on a fait plus de communication écrite, on s'est assuré qu'il y ait aussi plus de vidéo meetings, on s'est outillé aussi pour que les vidéo meetings se passent bien. Par exemple, quand tu fais une rétrospective un peu de quarter, ou quand tu fais une démo de sprint avec toute la R&D, s'outiller avec, c'est un peu bête à dire, mais s'outiller avec des bons micros, avec un bon son, avec une bonne retransmission vidéo pour s'assurer que tous ceux qui sont pas au bureau à ce moment-là puissent être entendus quand ils parlent, que ça soit retransmis dans des enceintes dans l'open space, puissent entendre correctement aussi avec un super bon micro. Donc tu as plein de technologies qui existent pour ça, pour se passer des micros super rapidement, et dès que quelqu'un prend la parole et que tout le monde l'entende bien et tout, enfin un peu comme les micros qu'on utilise maintenant pour parler, du bon son qui se transmet bien. Et donc voilà, il y avait pas mal de trucs comme ça à mettre en place, et puis après, comme je te disais, oui, c'était de l'écoute au début de leur frustration, et puis de leur montrer que on s'équipait techniquement pour qu'ils puissent participer, donc soit dans les logiciels de communication, soit dans les logiciels de documentation, soit via les vidéos conf comme je te dis, et après s'assurer qu'ils étaient pris en compte dans leurs décisions, qu'ils pouvaient prendre des décisions, qu'ils voyaient leur impact, enfin vraiment les faire travailler comme si ils étaient dans le bureau parisien. C'est un peu cette exclusivité qu'ils avaient la sensation qu'avait le bureau parisien. Et on a aussi organisé des meetings au moins mensuels où on faisait venir tous les remotes, donc sauf ceux qui étaient à New York, une fois par mois, donc au minimum 2 jours, 1 nuit. Ceux qui voulaient pouvaient rester plus longtemps pour que l'équipe se voit, justement, qu'on puisse voir tout le monde sur un seul site. C'est le bon rythme tous les mois, ou enfin ça se tient bien ouais. On a trouvé que c'était plutôt pas mal, ouais. C'est ça qu'on a gardé après l'avoir testé, donc un peu toujours dans cette même démarche de tester et d'apprendre et de changer si ça va pas, mais ouais, on a continué comme ça. Petite question, pendant 10 ans, tu as été dans la peau du racheteur, si je puis me permettre. Oui, ouais, c'est vrai. Fin 2018, tu es dans la peau du racheté, en vrai. Oui. Du coup, tu as vécu de l'autre côté, ça s'est passé comment, du coup ? Ça s'est passé plutôt bien, mais je pense qu'on a eu pas mal de chance. Comme je te disais, chez Talentsoft, les acquisitions s'étaient bien passées, et j'avais beaucoup apprécié la façon dont faisaient les 3 cofondateurs, justement, dans les acquisitions, à vraiment recevoir ce qui était acheté, en leur disant on veut continuer avec vous, on veut vous faire participer justement aux décisions, vous ne serez pas dans une position d'infériorité parce que vous avez été racheté, mais vous serez justement égaux, enfin, venez vous intégrer avec nous, et puis on travaillera ensemble comme si vous aviez toujours fait partie de l'aventure. Et j'avais bien apprécié ça, et c'est un peu ce qu'Ipsos a fait avec nous aussi. Ipsos est venu nous voir, alors c'est quand même pas tout à fait comparable parce que c'est un groupe de plus de 10 000 personnes qui achètent une start-up de 100 personnes, donc c'est pas comparable avec des startups de quelques centaines de personnes qui rachètent des startups de quelques centaines de personnes. Mais dans la philosophie, ça m'a fait penser à ce qu'on faisait avec Talentsoft, c'est-à-dire qu'ils venaient un peu de manière positive à expliquer pourquoi ils trouvaient que ça avait beaucoup de valeur pour eux de racheter Synthesio et de conserver les personnes qui composaient l'entreprise. Et ils nous ont expliqué dès le début qu'ils avaient fait beaucoup d'acquisitions avant Synthesio, et qu'ils en avaient foiré presque toutes. Enfin, mais c'était bien en fait, parce que le discours était orienté vers on a appris de nos erreurs et on a su évaluer ce qui avait foiré à chaque fois, et on va pas reproduire les mêmes erreurs, et par exemple on va vous laisser votre autonomie sur la roadmap produit, on va vous laisser votre autonomie organisationnelle, on va pas vous faire venir directement dans nos bureaux, nous merger directement dans notre organisation, etc. Alors maintenant, pour le coup, on est dans leur bureau, mais on n'est toujours pas organisationnellement mergé, fusionné avec eux. Mais ils nous laissent justement être proactifs là-dessus, c'est-à-dire que j'apprécie qu'ils nous laissent l'initiative de nous intégrer avec eux et de réfléchir et de leur proposer des choses. Et on sent qu'ils ont été refroidis par certaines intégrations qu'ils ont faites trop vite,
et que là, ils nous laissent nous préparer tranquillement et nous demander qu'est-ce que vous voyez comme synergie d'intégration, en gros, et nous proposer ça. Et le produit Synthesio est utilisé par Ipsos dans ses études, enfin voilà. Ouais. Et il n'y avait pas en interne chez Ipsos des projets ou des applis ou des produits qui peuvent faire doublon. Si, il y en a, du coup. Ouais, tu imagines bien. Non, mais non, dans un groupe de la taille d'Ipsos, il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de ce que les gens appellent de la politique, donc des tractations à gauche et à droite pour réussir à atteindre un objectif en premier. Donc effectivement, tu imagines bien qu'à la taille d'un groupe comme ça, des initiatives d'études de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des initiatives d'innovation data science pour analyser ce qu'il y a dans un texte ou dans une image, il s'en est effectivement lancé plein. Et tu as des discussions, on va dire, stratégiques régulières pour un peu faire converger toutes ces initiatives, parce que le but pour un groupe comme Ipsos, quand même à cette taille, c'est de ne pas perdre de temps avec des choses faites en concurrence qui serviraient à rien, même si parfois ça peut être intéressant parce qu'une équipe peut aller plus vite qu'une autre et faire gagner du temps finalement à celle qui a été plus lentement. Donc il y a des projets qui sont un peu concurrents. Après, Synthesio a une expertise sur la quantité de données qu'il sait gérer, donc sur le big data. Sur la data science, on n'est pas trop mal non plus. On est justement en train de commencer à fusionner avec une autre équipe data science d'Ipsos et on est en train de se positionner comme la branche data science du groupe aussi. Mais c'est effectivement des choses que, comme tu l'imagines bien, se produisent régulièrement. Tu te rends compte que tu arrives sur un domaine et qu'il y avait déjà quelqu'un et du coup il faut réfléchir organisationnellement. Dans une taille de groupe comme ça, tu peux pas tout connaître et du coup tu découvres des choses un peu du jour au lendemain qui se faisaient un peu pareil que ce que toi tu es en train de faire et du coup il faut se dire comment on s'organise ensemble pour avancer ou peut-être on se retire de ce champ d'application parce que vous êtes déjà en avance sur nous, on va plutôt utiliser ce que vous faites. Donc ça revient un peu au même que la question que tu te poses à chaque fois de savoir si quand tu développes une innovation tu vas ou la développer ou l'acheter ou faire un partenariat avec quelqu'un. Ouais, voilà. Là, tu te retrouves à faire la même chose en interne, à te poser ce genre de questions et à savoir après prendre des décisions stratégiques sur comment on fait la suite. Ok, ça a l'air de se passer en bonne intelligence en tous les cas, dans smooth. Ouais, c'est intéressant. Pour moi, c'est totalement nouveau. Je voulais pas travailler dans un grand groupe. J'ai travaillé à la DSI de Leroy Merlin et de EDF et je pensais travailler là-dedans quand j'étais en sortant d'école. J'avais fait ça en stage en réalité. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que je préférais travailler dans une start-up plutôt. D'où le fait de rejoindre Talentsoft puis de continuer après avec Synthesio. Et du coup, je me suis posé la question. Et quand on s'est fait acheter par Ipsos, là, je rejoignais à nouveau un grand groupe. Est-ce que ça allait pas me faire rattraper par ce que j'avais essayé de fuir au final? C'est-à-dire les grandes organisations un peu lentes à décider, etc. Mais effectivement, tu rencontres un peu le meilleur des deux mondes là, parce que comme Synthesio garde son autonomie, je continue à évoluer au sein d'une startup, donc assez agile dans sa prise de décision, au sens assez rapide. Et pour autant, je suis confronté aussi au bon côté d'un grand groupe qui sont la puissance de l'organisation, de ta capacité d'innovation, de pouvoir prendre des décisions qui vont t'impacter durablement, comme le pivot qu'on est en train de faire sur le produit. Donc voilà, tu trouves des bons et des mauvais côtés dans les deux types de structures, et là, t'as un peu la réunion, soit des deux mauvais côtés, soit des deux bons côtés, mais ça reste intéressant. Ok. Il y a quelque chose qu'on discutait avant d'enregistrer sur Synthesio. Voilà, chez Talentsoft, a vécu grosse croissance, passé de 30 à 100 à la R&D. Chez Synthesio, l'objectif c'était une grosse croissance qui a eu lieu, passer une R&D de 30 à 60 personnes, 30 à 70 même. Et là, tu vis une période de stabilisation qui te... en termes de management, ça crée d'autres défis du coup, parce qu'il y a peut-être moins d'appels d'air, moins d'opportunités et autres. Ça te crée des défis managériaux du coup de ton côté, ou des contraintes ou des Non, les défis managériaux, c'est de réussir à conserver son équipe. Quand tu es dans une équipe qui est en croissance,
tu as un peu un facteur de motivation des personnes qui sont là, déjà par le simple fait que tu embauches. Je pense que c'est assez naturel pour chaque être humain de se dire que du coup, ça symbolise le fait que ton entreprise est vivante, elle embauche, elle continue de grandir, elle fonctionne, voilà. Là, je sais pas si c'est dû uniquement à l'époque Covid, mais je pense que c'est ce facteur aussi stabilisation de la taille de l'équipe qui fait que tu peux avoir parfois cette sensation que oui, ça bouge moins. Enfin, ça bouge moins parce que tu n'intègres plus des nouveaux, parce que tu n'as plus à les former, parce que tu prends plus des nouvelles. Tu n'augmentes plus la couverture fonctionnelle de ton produit aussi rapidement que tu le ferais en ajoutant des équipes. Ça amène des challenges de management pour continuer à motiver les gens à rester. Et c'est pas forcément facile. Après, on est à l'aube là d'une phase de recroissance. Donc, on est en train de définir les 3 prochaines années. On a un nouveau CEO qui nous a rejoint au début de l'année. On est en train de redéfinir avec lui, l'équipe de direction Synthesio et l'équipe de direction d'Ipsos, les 3 prochaines années de Synthesio et justement la place que l'entreprise va occuper au sein d'Ipsos, qui est une place vraiment centrale en termes de technologie. Et du coup, qui va certainement aboutir à une phase de réinvestissement et de recroissance de l'entreprise. Effectivement, on est en train de terminer ce palier de stabilisation. Après, comme je te dis, qui était lié à la période Covid, donc qu'on a finalement vécu de manière assez simple, puisque on n'a pas perdu de personne pendant la période Covid. Enfin, on a perdu un développeur qu'on a remplacé et on n'a pas fait d'embauche à part ce remplacement. T'as pas finalement été si impacté que ça dans ton turnover ou par des départs liés à cette période de stabilisation, ça t'a pas plus impacté que ça, quoi. Non, c'est juste ce que je te dis, c'est que je sais pas encore trancher si c'est dû à notre façon de manager ou si c'est dû à la période, à la période qu'on a traversée tous, quoi. Ok. Alors qu'avant, je savais qu'on avait un taux de fidélisation des personnes qui était très bon et qui était dû à notre pratique de management, et donc pas uniquement la mienne, mais du management de l'équipe Synthesio côté ingénierie et produits, et l'esprit d'équipe qu'on arrive à mettre en place dans l'équipe. Les gens étaient là pour ça, parce que Synthesio, c'est pas une entreprise qui fait des levées de fonds faramineuses, c'est pas une entreprise qui est très connue, et donc qu'on rejoint pour sa renommée. Non, on n'a pas des arguments, en gros ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas des arguments pour rejoindre ou pour rester qui sont hors du commun, mais du coup on arrive à garder les personnes, et c'est notamment basé sur l'esprit que l'équipe arrive à construire et sur le fait que les gens sont heureux de travailler ensemble. Donc ça, on était plutôt contents. Après, comme je te dis, sur la période Covid, c'est plus difficile de savoir évaluer si on reste pour nos qualités ou si on reste parce que c'est chaud dehors, quoi. Tu disais, là on est en train de regarder le plan à 3 ans. Si je te laisse terminer cette phrase, justement, dans 3 ans, je serai très fier si j'ai réussi à... faire pivoter Synthesio. Donc on est en train de pivoter du social listening vers le consumer insight. Donc comme je te disais tout à l'heure, ne plus se concentrer juste sur la donnée sociale, mais sur différents types de données qui sont vraiment... techniquement qui sont totalement différents, donc beaucoup de challenges techniques à résoudre. Ça va être quoi les enjeux techniques en dehors du côté données privées, Ça va être de savoir gérer des bases de données de type totalement différents, qui sont pas forcément évidents pour l'équipe actuelle, de gérer une organisation qui sera différente aussi, et ça va aussi modifier la partie... En fait, ça modifie, tu peux voir le produit en 3 parties, la partie ingestion de données, la partie traitement de données et la partie restitution de données. Et on est en train de modifier un peu tout, parce que comme la typologie de données en entrée change, ça fait sur cette partie ingestion de données des nouvelles stacks technologiques. Sur la partie processing, comme il va y avoir des nouveaux tuyaux en réalité, puisqu'il n'y aura plus le tuyau commun à tout le monde pour les données publiques. Donc il y aura des nouvelles stacks qui vont aussi s'ajouter pour la partie traitement. Et en restitution, actuellement le produit Synthesio, c'est ce qu'on appelle des dashboards. Donc c'est en gros des graphes de visualisation de données, de visualisation de tes indicateurs qui sont sortis par le traitement via les enrichissements data science. Et on veut de plus en plus mettre à disposition des API pour de l'intégration au sein d'Ipsos, et aussi pour de l'intégration par des partenaires externes qui se basent sur les enrichisseurs de Synthesio,
pour leurs propres données. Et donc, on a aussi ce pan-là à développer. Et donc, techniquement, ça va amener des challenges. Ça va en amener organisationnellement parce qu'il va falloir plus d'équipes pour pouvoir aller sur ces nouveaux champs techniques. Et du coup, pour finir de répondre à ta question sur la partie où est-ce qu'on sera dans 3 ans, on sera devenu le bras technologique d'Ipsos. Donc en gros, tout ce que Ipsos fera en dehors des travaux manuels ou des travaux taillés sur mesure pour les clients, donc par exemple un rapport dédié au format de sortie qu'un client demande, ça passera par le software as a service Synthesio. Et ça va justement faire converger un peu ce que tu disais tout à l'heure, où il peut y avoir des initiatives concurrentes à Synthesio actuellement au sein du groupe. Ça va les faire converger progressivement vers Synthesio. Quand il y aura des initiatives, ils viendront toquer à votre porte. Exactement, oui. Ok. Et d'un point de vue organisationnel, dans 3 ans, du coup, tu seras plutôt... Enfin, là, aujourd'hui, tu serais plutôt sur une organisation avec... chaque équipe définit sa propre organisation, ou tu réfléchis à d'autres types d'organisations? Je peux pas encore te dire sur un domaine aussi large. Actuellement, on fonctionne comme ça avec les équipes qui définissent leur façon de s'organiser. Je pense que ça fonctionne bien, parce qu'au final, c'est un peu le contraire du one size fits all. Là, tu as ta méthode qui s'adapte à ton collectif étant l'équipe ici. On va continuer de faire ça parce qu'a priori, c'est la meilleure façon de fonctionner. Ce qui n'empêche pas que tu peux aligner l'entièreté de ton département R&D. Par exemple, on fait une démo de tous les sprints toutes les 2 semaines. Ça permet à chacun de se retrouver et de voir ce que les autres équipes ont fait. Pareil, quand on définit les roadmaps au quarter, on fait participer l'entièreté de la R&D. Qu'une équipe travaille en Kanban ensuite ou travaille en Scrum, ça ne change rien au fait qu'elle puisse participer à ces événements d'alignement globaux et vraiment s'aligner dans la vision commune. Donc a priori, on va continuer comme ça, c'est-à-dire que là, on va ajouter des équipes aux équipes existantes et elles définiront leur façon de travailler aussi. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Ok. Est-ce que tu as des... J'arrive un peu au bout de mes questions, mais est-ce que tu as quelles ont été tes sources d'inspiration est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré, des lectures qui t'ont inspiré, des sociétés qui t'ont inspiré pour progresser, pour proposer des choses et que tu aimerais partager? J'ai pas spécialement de sources d'inspiration particulières. Après, je lis un peu de tout et je regarde un peu de tout. J'écoute aussi différents podcasts, mais c'est pareil, j'en ai pas en particulier qui sont liés à du management ou de l'ingénierie, comme le tien maintenant. On peut citer celui-là. Mais je dirais que par exemple, t'as des événements qui sont assez structurants parfois dans le management, où t'avais Google par exemple qui avait fait une expérience, je sais plus en quelle année c'était, mais enfin bref, peu importe, c'était dans les années 2012-2015, je sais plus exactement. Sur le fait que pour eux, les équipes n'avaient plus besoin de management. Ils pouvaient s'en sortir avec des organisations d'ingénieurs sans management. Du coup, ça m'avait perturbé à l'époque. J'étais déjà manager depuis quelques années. Parfois, j'avais les difficultés dont on parlait au début. Donc, j'essayais de résoudre. Et puis, si tu te posais la question tout le temps, si tu sers à quelque chose, quoi, au final, ou si ça serait pas mieux si tu n'étais pas là. Et du coup, tu avais Google qui faisait cette expérience. Je sais plus quel était son nom. Mais... Ce genre d'information-là est intéressant parce que du coup, tu as ces boîtes un peu qui ont les moyens de se permettre ce genre de test à l'échelle et de donner les résultats, de les communiquer. Et c'est pour le coup des sources d'inspiration assez structurantes pour moi parce que tu as vraiment un côté factuel à ce que ça peut donner ou ce que ça peut ne pas donner. Bon, en l'occurrence, ils ont trouvé que après avoir tenté de faire du zéro management, ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait remettre des managers dans les équipes, mais aussi du coup ils ont pas mal fait avancer la recherche entre guillemets sur les pratiques de management parce que ils ont cherché à comprendre quand même ce qui faisait que tu pouvais être un bon manager, ce qui faisait que tu impactais positivement tes équipes, que tu leur apportais des choses.
et que quand même un manager pouvait être nuisible et à l'inverse, détruire de la valeur. Non, mais c'est vrai, hein, ça va vraiment dépendre de ta façon de te comporter. Et donc c'était assez enrichissant. Mais ce genre de source-là, oui, va pouvoir m'inspirer dans ma façon de travailler par la suite. Et du coup, si tu as un bouquin et un podcast à conseiller, enfin, à conseiller ou qui t'ont marqué ou qui te plaisent? Non, j'ai pas de podcast particulier, mais en réalité, je suis pas... quand je dis que je lis beaucoup et que j'écoute beaucoup, ça servira à rien que je cite des choses particulières parce que c'est pas des... J'écoute pas que forcément du domaine de l'ingénierie. C'est-à-dire que je vais lire des livres de sociologie, des livres politiques, ou tu t'inspires d'un petit peu tout, quoi. Oui, c'est ça. Ou des livres de sélectionneurs d'équipes de sport, etc. Enfin, en gros, faire des parallèles avec le métier de management, où tu peux faire des parallèles assez simples sur la sociologie ou sur le management d'une équipe de sport. Parce que tu as plein de bonnes pratiques là-dedans, parce que tu as plein de bonnes informations sur comment se comportent les êtres humains, comment se comportent des groupes d'êtres humains, comment tu peux améliorer la façon dont ils vont se comporter, voilà, ce genre de choses. Donc j'ai l'impression, enfin en tout cas c'est ma façon de penser la chose, que c'est mieux d'aller regarder un peu à droite à gauche dans des domaines qui n'ont pas l'air forcément directement liés pour pouvoir ensuite que ça fasse... Transposer, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment ça fait tilt dans ta tête de mettre en commun toutes ces idées qui viennent un peu de partout et tu peux trouver des idées qui vont plus correspondre à ce que tu vis au quotidien. Et du coup, oui, j'ai lu des livres de sociologues ou des livres de philosophes qui vont peut-être pas intéresser grand monde sur des équipes d'ingénierie, mais moi ça m'aide sur la partie ingénierie. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose? Non. Non, on a fait le tour. Oui. Bon, et écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, de t'être prêté au jeu. Puis, merci à toi. Et puis, plein de bonnes choses pour les 3 années à venir. Du coup, il y a du challenge. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.